Alors bonjour Gaël. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui pour ton spectacle Tu seras un homme papa, qui est donc au Théâtre de la Concorde à Paris le 17 et le 18 octobre, et qui est un ovni, donc c'est un seul en scène, qui nous a beaucoup bouleversés dans l'équipe parce que tu vas raconter 13 jours. Et ces 13 jours, c'est les 13 jours que ton fils a passé sur Terre. Ah, c'est une chance d'avoir 3 filles. 3 filles et un fils. Tu as malheureusement, et comme beaucoup d'autres parents, fait l'expérience du deuil périnatal et tu as décidé d'en faire cet ovni sur scène. Vraiment, je ne saurais pas comment le décrire parce que c'est très visuel, c'est très sonore. On en prend plein les oreilles, plein les yeux et plein le cœur. Comment tu es venu à transformer cette expérience en un spectacle bouleversant? En fait, en 2014, on a eu un petit garçon qui s'appelle Roman et qui a vécu 13 jours, qui était atteint d'un syndrome Charge, qui est un syndrome avec pas mal de problématiques génétiques. On avait déjà 2 filles à ce moment-là et mes filles avaient 4 et 7 ans. Et comme son parcours sur Terre a été très court, en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je note absolument tout ce qui s'était passé. Parce que mes filles, quand elles auraient 15 ou 20 ans, je devrais être capable de leur raconter absolument tout ce qui s'est passé. Donc j'avais pris plein de notes, le nom des médecins, les étages, tout ce qui s'était passé, parce que c'est vrai que comme c'était très brutal, moi aussi je me rendais compte que c'était rapide, je voulais mieux comprendre voilà, l'enchaînement un peu des situations. Et finalement, ce texte-là, je l'ai développé un peu au fur et à mesure. Ça me faisait du bien d'écrire en fait sur ce qui s'était passé. Et au fur et à mesure du temps, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, mais pourquoi finalement j'en fais pas un spectacle? Alors je connaissais personne dans le théâtre, mais j'avais un ami d'enfance qui était metteur en scène, Thibaut Amorfini, que j'ai recontacté. Et en fait, on a décidé d'essayer de porter ce texte-là et cette thématique-là sur scène, sans trop savoir où on allait, parce que moi, je n'étais pas comédien. Et on a construit le spectacle, en fait, autour de la métaphore du sport pour illustrer finalement ce qu'affrontent les parents, parce que de perdre un bébé, c'est à la fois un marathon à l'hôpital, c'est en même temps un combat de boxe. Et c'est comme ça que la pièce est née en 2017, où on a été faire le festival d'Avignon pour la première fois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous disaient que c'était un peu hors norme, parce que c'était le début, il y avait pas mal déjà de seul en scène à ce moment-là, mais là on portait une thématique qui était quand même lourde. Donc Avignon, quand on proposait le spectacle à des gens, il y a même des gens qui nous disaient « Waouh, mais comment vous racontez ça sur scène? Comment c'est possible ?» Ton spectacle, il est physique, il est intime et tu libères une douleur à voix haute à chaque fois que tu le joues devant un public. J'imagine que la première représentation, t'as pas la même émotion que la dernière que tu as pu faire, mais quand même, ça reste ton histoire. Mais ça reste aussi celle de ta famille. Quelles ont été les réactions dans ta famille quand tu as décidé de porter ça sur scène? En fait, tout le monde m'a vraiment soutenu. D'abord la maman de Roman, mes filles qui étaient petites, mais on répétait à la maison, hein, on poussait la table, on poussait les chaises, on commandait des pizzas le vendredi soir, puis on faisait des répétitions avec le metteur en scène, avec le créateur Lumière. La pièce s'est construite comme ça, donc toute ma famille, tous mes amis, tous mes collègues m'ont soutenu. Tout le monde est venu voir après le spectacle, bien sûr, au fur et à mesure du temps. On l'a joué plus de 150 fois. C'est vrai que c'est émouvant. Après, c'était il y a 10 ans maintenant. Donc j'ai pris une forme de distance. Pas un oubli, mais une forme de distance aussi par rapport à ça. Moi, de jouer, ça me met toujours dans une énergie de vie très, très importante. Je dis toujours que c'est de la survie, mais pas dans le sens de survivre, mais de vivre plus. Parce que c'est des épreuves de vie qui sont tellement impactantes qu'il faut pouvoir les digérer, les accepter, essayer de les transcender. Moi, je dis toujours aux gens à la fin du spectacle que ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être une période de chômage. C'est comment on traverse ces moments-là dans la vie, parce qu'on ne traverse pas une vie entière sans drame et sans difficulté. Et dans ton spectacle, on sent, voilà, à travers ton texte, la manière dont tu as perçu la situation à l'époque. Ton fils est donc né avec 8 semaines d'avance. Et à ce moment-là, dans la manière dont tu racontes les premiers examens sur lesquels on a pu t'alerter sur ce petit fémur ou jusqu'à cet accouchement qui arrive 8 semaines avant, on te sent jusque-là assez confiant dans la suite des événements. C'est-à-dire qu'on voit l'analogie que tu fais au sport, etc. Mais voilà, jusque-là, jusqu'à l'accouchement, tu es assez confiant sur ce qui va se passer par la suite.
Oui, parce que quand on rentre dans le monde médical, bon, alors c'est vrai que déjà un enfant qui naît avec 8 semaines d'avance, on est quand même tendu, hein, on n'est pas préparé à ça, surtout qu'on avait eu 2 enfants avant, que ça s'était toujours très bien passé, donc on allait dans la même maternité à Paris, donc j'étais plutôt confiant, à l'aise, du genre cool, c'est le 3e et c'est tranquille. Et très vite, finalement, on est pris en main par l'équipe médicale. Donc là, tout de suite, on bascule dans un truc où on se dit attends, mais ça va pas être comme les autres, finalement. C'est différent. Qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. On sent que ça peut être grave. Exactement. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que la vie de Romane va s'arrêter 13 jours plus tard, en fait. Donc je dirais qu'on est d'abord le temps s'arrête parce qu'il faut continuer de s'occuper des 2 filles. Oui. Il faut essayer d'informer les familles. Tout le monde est un peu désemparé. Tout le monde veut essayer de soutenir, etc. Donc c'est une période qui est vraiment pas évidente, surtout parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On a envie que ça s'arrange. Les jours passent et assez rapidement, finalement, on nous apprend qu'il y a des marqueurs très précis qui sont de ce syndrome. Donc là, on comprend qu'on bascule dans autre chose. Et la particularité du syndrome Charge, qui est d'avoir des atteintes sur 6 parties du corps, des organes, etc., c'est que là, chez Romane, ils étaient poussés, ils étaient importants dans chaque catégorie, si je puis dire. Donc on était, en tout cas, les médecins étaient devant quelque chose de grave. Donc forcément, là, on comprend un moment qu'on va dans un truc qui va être la fin de vie, en fait. Hein. Donc, on bascule. Alors, 13 jours, c'est à la fois, quand j'essaie de me souvenir de tout ça, très, très lent. On est devant une telle inconnue et en même temps, ça passe très vite. Moi, j'avais pris des photos. Est-ce que tu as l'attente de chaque examen à chaque fois, cette attente qui, peut-être, dans les faits, a duré 6 heures, mais genre te paraît être 1000 ans, quoi. On rentre dans le temps de la médecine. Donc les parents sont dans un empressement, c'est est-ce qu'on peut savoir tout de suite? Mais il y a des analyses à faire, il y a du temps des fois à prendre, il y a des réunions de staff, les gens se réunissent entre eux, discutent, les cardiologues avec les neurologues, avec les médecins, avec les sages-femmes, avec les médecins, etc. Donc pas mal de monde discute. Jusqu'à un moment, on a été reçu par le professeur de l'hôpital Necker qui nous a dit bon ben voilà, les atteintes sont graves et nous on ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique. Donc les médecins, puisque ce sont eux qui prennent la décision, hein, c'est la loi, ils connaissaient notre position, mais c'est eux qui ont pris la décision d'arrêter les soins thérapeutiques. Et Romane est parti assez rapidement parce que on s'aperçoit aussi, on prend conscience à ce moment-là que la vie, elle peut partir très vite en fait. Il y avait aussi même si c'est dur à dire, mais une forme de soulagement d'une certaine manière. C'est vrai que ça a été une telle machine à laver que tout d'un coup, il y a un soulagement parce qu'on comprend ce qui s'est passé. C'est génétique, c'est de la faute de personne. Il n'y a pas besoin d'être en colère, il n'y a pas besoin de s'énerver. Donc, c'est génétique, mais on prend conscience que, c'est passé. D'abord que Romane ne souffre pas, ne souffre plus. Donc, on atterrit d'un espèce de voyage. Vous parlez de l'OVNI, on revient d'un voyage dans l'espace, quoi. Parce qu'il y a ce moment où tu bascules, c'est quand... Dans ton spectacle, tu dis, voilà, Romane est opéré pour son premier jour sur Terre. Et là, il y a une violence qui s'installe. Il vient d'arriver et déjà, c'est la première opération. J'imagine qu'à ce moment-là, cette opération, elle est planifiée parce qu'il n'y a pas encore la connaissance de toutes les autres atteintes. Donc, il y a une forme d'espoir pour vous, même s'il y a aussi une peur face à cette opération. Et il y a, en parallèle, tu le dis très bien, tu as 2 autres filles. Donc, comment tu rentres chez toi? Parce qu'il y a un moment où il faut que tu puisses... c'est une chose de l'annoncer à son frère, sa mère, etc. Mais tu as 2 filles à qui il faut que tu expliques un petit peu ce qui se passe, quoi. C'est vrai que c'est les montagnes russes. Parce que cette première opération, d'abord, elle se passe plutôt bien. Donc tu dis, c'est bon, le plus dur est derrière nous. Et en fait, tu comprends que tu vas repartir pour un tour de roller coaster. Et puis tu rentres à la maison sans ton bébé. C'est-à-dire que ce qui est dur aussi, c'est que le premier soir, tu quittes la couveuse, tu quittes l'hôpital, tu quittes la maternité. Et tu dis à ton fils, à demain, t'as qu'une hâte, c'est de revenir demain. Donc tu rentres chez toi. Alors, bien sûr, on a expliqué à nos filles qui avaient 4 et 7 ans à l'époque ce qui se passait, que leur petit frère était opéré, que les médecins s'apercevaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien, qu'il fallait bien observer. Et elles sont venues le voir aussi, elles ont eu la possibilité de le voir 2 fois avant qu'il décède, donc ça, c'était aussi un moment très important. Mais
es tellement au jour le jour, à l'heure d'après, à savoir ce qui va se passer, etc. Et puis tu sors de l'hôpital, tu es totalement abruti, quoi. C'est-à-dire que ça te, pas abruti de bêtises, mais abruti de fatigue, quoi. T'es KO. Ouais, je me souviens que quand on revenait à 18h ou à 19h, je sais plus à quelle heure on partait, mais en fin de journée, quand on rentrait chez nous, mais on était carbonisé, quoi. Tu t'assois dans le canapé et tu dis juste à demain. En plus, tu préviens un peu tout le monde. C'est-à-dire que tu préviens tes parents, tu préviens tes beaux-parents, tu préviens ta sœur, ton frère, les tantes, de tout ce qui est en train de se passer. Donc, tu as un espèce de décalage comme ça, de flux et reflux, de vagues qui part, qui revient. Les gens veulent encore des nouvelles, tu veux prévenir les gens. Tu es dans un truc où tu as 15 millions de lignes téléphoniques à tenir. Tu penses que tu vas encore aller au boulot. Tu dis, bon, c'est un peu plus compliqué, je reviendrai dans 3 jours plus tôt. Tu pars à l'inconnu. Tu montes dans un bateau et tu vas traverser le Pacifique, mais tu ne sais pas si tu vas aller au bout et de quelle manière, quoi. Et on le sent à ce moment-là dans ton spectacle. Il y a, voilà, le rythme s'accélère, la musique, tes efforts sur scène, c'est vraiment physique. Ton spectacle, il est physique et on ressent en fait ce rouleau compresseur qui commence à s'abattre sur vous. Moi, j'avais besoin de ça. C'est-à-dire que j'avais besoin... J'ai assez peu pleuré, en fait. J'ai des moments vraiment d'effondrement, mais j'ai peu pleuré à tort. Hein. Je ne dis pas ça, au contraire, comme une fierté. Même des fois, je pense que j'aurais voulu pleurer davantage. Mais c'est que j'essayais d'être invulnérable, parce que quand il nous arrive ça, on a envie de protéger tout le monde. Donc moi, j'ai beaucoup souffert physiquement, en fait. Après, pendant des mois et des mois, j'ai eu mal partout. J'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal au ventre, j'allais voir les médecins, je disais, bon alors c'est sûr, ça a dû me donner un cancer du ventre, puis un cancer de la tête, puis un cancer des pieds, puis un cancer des genoux, donc je pense que j'ai fait toutes les maladies de la Terre. Et il m'a fallu quasiment 2 ans en fait pour que mon corps s'apaise, et c'est pour ça que je voulais que le spectacle soit très physique, parce que je voulais aussi envoyer cet impact-là. Il y a des fois des gens qui sont sortis du spectacle en me disant, wow, mais c'était presque insupportable, la musique forte, vous qui courez dans tous les sens, presque l'odeur de la sueur, mais c'est la réalité de l'hôpital, c'est la réalité de l'accouchement. Il peut y avoir du sang, il peut y avoir de la sueur, c'est dur, il y a des muscles, il y a des tendons. Oui, tu le retranscris très bien. Je trouve que la manière dont tu as réussi à mettre tout ça en scène, c'est assez... et du coup, hyper difficile à décrire, mais c'est vrai que la musique est très présente, l'analogie du sport, elle est géniale, parce qu'en effet... c'est à la fois un marathon, à la fois une course, c'est de l'endurance, c'est du sprint. Il y a un peu tout qui s'est mêlé dans ces 13 jours et ça ne s'est pas arrêté à ces 13 jours. C'est-à-dire que derrière, effectivement, il y a les jours d'après qui, j'imagine, ont été tout aussi compliqués quand tu rentres à la maison sans l'enfant qui était censé arriver. J'imagine aussi, parce qu'il y a une capacité de résilience chez les enfants assez forte, que le quotidien a repris avec vos filles très vite aussi. Il faut aller à l'école, il faut les emmener en vacances. Comment tu as fait pour gérer ce deuil et la vie pleine face avec tes filles à la maison? Bon, on l'a fait aussi avec leur mère, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te réinstalles. On était en plein mois de mai-juin, c'était à ce moment-là, donc il y avait encore effectivement l'école. Alors les enfants, tu crois toujours qu'ils absorbent très facilement. Ils ne montrent pas. Mais moi, j'ai une de mes filles qui a mis très longtemps, qui pendant plusieurs mois, l'année d'après, pleurait le soir au moment de s'endormir, quoi. Ça, donc, chaque enfant, il y a ceux qui expriment, il y a ceux... La plus grande, elle exprimait moins, mais ce n'est pas parce qu'elle exprimait moins qu'elle n'était pas triste. Donc, la tristesse et l'impact chez les enfants, de ne pas avoir vu ce petit frère, ça a eu un impact, c'est sûr, dans leur vie, dans leur sensibilité. Il se trouve qu'on a eu, après, une petite fille, 2 ans plus tard, Gabrielle, voilà, qui est née 2 ans plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, en juin 2014, on sort de l'hôpital et les premiers jours qui viennent, déjà, on doit s'occuper des funérailles. Donc, c'est un moment qui est très dur parce que quand tu as 37 ans, que tu montes dans un corbillard pour aller au cimetière, tu dis, mais c'est presque un fou rire nerveux de dire, mais
qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce délire, en fait? C'est complètement on n'est pas capé. On n'est pas capé pour voir ses enfants partir avant soi, quel que soit l'âge. Donc. Non. Et en même temps, paradoxalement, il y a quelque chose qui est assez particulier, qui est comme tu le dis très bien, on va, et on espère qu'on va mourir avant nos enfants. Mais dans le cas de Roman, tu as aussi, en tout cas moi, c'est ce que ça m'a fait, on a vu sa vie en entier. Et moi, j'en ai fait une richesse de ça. C'est-à-dire que je me suis dit, d'une certaine manière, j'ai eu la chance de voir mon fils naître et de le voir mourir. Et de l'avoir accompagné. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se dit, mais alors quand nous, on va mourir, nos enfants, quand eux, ils mourront, on ne sera pas là. On ne sera pas là pour les protéger. Et en même temps, il y avait cette idée à travers Roman qui m'a travaillé de me dire, en fait, on a été là pour lui. Donc c'est vrai que ça englobe comme ça, c'est comme si on avait vu sa vie en entier. Et l'autre truc que ça crée, c'est que moi, j'avais l'impression que j'avais 100 ans, en fait. Ouais. Tu vois, j'avais 37 ans, tout d'un coup, je suis arrivé à 100 ans. C'est comme si j'avais 100 ans et que j'avais enterré un enfant qui avait 79 ans ou 82 ans. Parce que ça, quel que soit l'âge, quand tu perds ton enfant, tu es triste, forcément. Bien sûr. Tu étais déjà mature à 37 ans, mais tu prends une claque sur la vie qui a forcément des conséquences sur le reste. Qu'est-ce que ça a nourri chez toi, cette épreuve? Est-ce que derrière, ça t'a donné une soif, cette soif de création, déjà, de le porter sur scène et de passer... de prendre ce rôle de comédien, ce qui n'était pas ton métier à la base. Dans ta paternité, qu'est-ce que ça a changé avec tes filles, celles que tu avais et celles que tu as eues? C'est une bonne question. À titre personnel, d'abord, ça m'a permis effectivement d'exprimer une partie, parce que le titre « Tu seras un homme papa », c'est aussi « Deviens toi-même ». Donc ça m'a permis de monter sur scène, de partager cette pièce avec plein de gens. On a transporté la pièce dans le monde entier. Donc on a rencontré, on a beaucoup donné, j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup reçu aussi. Donc d'avoir discuté avec les gens, ça te donne une force de savoir que dans la vie, tu peux affronter des choses dures. Tu n'as pas envie de les vivre, malheureusement, mais des fois, quand ça t'arrive, tu dois les affronter. Par rapport à mes filles, je pense que ça leur a montré aussi que dans la vie, il peut se passer, on peut être bien chez papa-maman, tout peut bien se passer, et qu'en fait, ça peut nous arriver sur le coin de la figure n'importe comment. Donc je crois que ça donne aussi une envie de vivre. Alors tu me diras, on a tous envie de vivre, on a tous envie de faire plein de choses. Peut-être que chez les gens qui ont vécu ça, il y a le curseur est augmenté de 5 ou 10%. On ne se transforme pas radicalement non plus. Je ne suis pas devenu un moine tibétain qui, quand je suis dans les embouteillages, reste totalement calme, tu vois. Mais je crois que ça développe chez toi certaines choses. Moi, ça m'a enlevé peut-être des craintes, c'est-à-dire de me dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ça, finalement? Donc, d'avoir écrit ce texte, ça m'a donné le courage de monter sur scène. Je l'aurais peut-être pas fait. J'ai fait un podcast de cette histoire. Tu vois, ça m'a permis de faire plein de choses autour de la création parce que j'avais besoin en fait de matérialiser son histoire. Il y a peut-être des gens qui vont faire de la sculpture, il y a peut-être des gens qui vont faire de la peinture, il y a des gens, des fois, ils te disent j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Chacun va trouver ce qu'il a envie de faire. Quel est le déclic? En fait, ce qui m'intéresse, c'est quoi le déclic? C'est quoi l'impulsion quand il se passe quelque chose comme ça? On en parlait tout à l'heure. Vous avez eu une petite fille après Roman. Comment s'est passé pour toi et pour ta compagne, mais cette nouvelle grossesse, j'imagine qu'il y a un lot d'appréhension qui se crée. Vous avez 2 petites filles en très bonne santé, mais vous avez vécu aussi l'histoire de Roman. Donc comment on retourne... C'est ma femme qui, avant moi, a décidé en tout cas, était partante avant moi pour... Moi, j'ai pris un petit peu plus de temps. Alors, un peu plus de temps, finalement, avec le recul, je me dis, 2 ans plus tard, Gabriel est né. C'est assez... c'est ni trop long, ni trop tard. Le temps d'atterrir, de réfléchir, voilà. Puis de 9 mois de bébé. Donc, ça, voilà, ça a mis ces 2 années-là. Il y avait cette envie, qu'on disait à l'instant, finalement, de vivre aussi, peut-être de... J'aurais peut-être, avec le recul, je me dis que ça aurait été dur aussi de s'arrêter peut-être sur un enfant. Ça dépend aussi à quel moment ça t'arrive. Peut-être que si c'est la première fois, et tu te dis que tu auras peut-être un autre enfant derrière. Là, c'était le 3e bébé. Tu as déjà 37 ans, 38 ans. Est-ce que tu repars pour un 4e bébé?
Voilà. Après, je me suis rendu compte d'une chose immédiatement à la naissance de Gabriel, c'est que tu peux avoir 30, 40, 50 bébés après avoir perdu un enfant, ça ne remplacera jamais. C'est-à-dire que quand Gabriel est né, instantanément, ça a fermé une espèce de parenthèse, qui est la parenthèse de Roman, et qui est indestructible, tu vois, qui est un espèce de truc à air comprimé que personne ne pourrait écraser, quel que soit le nombre d'enfants que tu peux avoir derrière. Sa place est là, et quand Gabriel est né, très vite, on lui a parlé de son frère. On lui en a parlé peut-être dans les premiers jours, dans les premières semaines, et au fur et à mesure qu'elle a grandi, elle a posé des questions à 2 ans, elle a posé des questions à 4 ans, elle a posé des questions à 6 ans, et bien sûr, ça fait partie de son histoire, avec cette particularité aussi qu'elle n'a pas connue, son grand frère. Donc un jour, elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit mais papa, quand Roman est mort, vous avez pleuré avec maman? J'ai dit bah oui, tu sais, on a beaucoup pleuré, et mes sœurs, elles ont pleuré. Elle m'a dit, j'ai dit bah oui, tes sœurs, elles ont aussi beaucoup pleuré. Et elle m'a dit mais papa, moi, j'ai pas pleuré. Eh oui. En fait, elle était triste, elle, de ne pas avoir partagé ces pleurs-là avec nous. Et donc, on la rassure en lui disant mais c'est normal, parce que toi, tu es venu après. Mais, ouais. Donc, il faut aussi l'intégrer dans un récit, oui, familial. Elle l'a pas traversé de cette manière-là. Exactement. Elle le fait vivre autrement. Ouais, Tes filles ont vu ton spectacle? Oui, plusieurs fois, bien sûr. Plein de fois, à différents âges. Il a été, je disais, la première fois, puis elles sont venues à la 17e représentation, puis à la 34e. L'année dernière, on a été jouer la pièce à Boston, aux États-Unis, donc c'était incroyable. Donc j'ai fait venir mes filles. Voilà, elles sont venues voir la pièce. Alors la petite, des fois, elle me dit, bon, moi, je vais rester en loge. Elle a pas trop envie de revoir, parce que les grandes, elles sont plus grandes maintenant, mais c'était un peu dur pour elle aussi de se plonger dedans. C'est vrai que moi, c'est des fois, quand je ressors de scène, c'est quand je vois les gens émus, ou avec presque en larmes, où je sens qu'ils ont pleuré, que je me rappelle, tu vois, que c'est rare, et que c'est grave, et que ça a été une bombe, quoi, d'une certaine manière. Ce qu'il faut quand même le rappeler, quand tu sors de scène, tu discutes avec les gens. Il y a un temps d'échange, il y a un temps de parole après cette pièce-là. Souvent, oui. C'est quand même... tu donnes de ta personne, parce que non seulement tu as apporté ton histoire, mais ensuite, potentiellement dans la salle, tu vas aller écouter celle des autres, parce que peut-être des gens sont venus te voir parce qu'ils ont traversé la même chose, etc. Donc, voilà, c'est des émotions que tu accueilles... Ouais, j'ai un profond respect pour ça, que tu puisses ouvrir le dialogue tous les soirs où tu la joues, ou presque, quoi. Oui, on l'a fait souvent, mais c'est très important pour nous. Quand je dis nous, c'est aussi avec l'équipe, avec le metteur en scène. Il me dit toujours, Thibaut, à chaque fois que tu vas jouer, n'oublie pas que dans la salle, il y a 1 ou 2 couples ou 1 ou 2 personnes qui sont venus parce qu'ils ont vécu ça. Et je pense toujours à eux en me disant, tiens, prends pas le melon, tu partages la pièce, et les gens sont venus voir aussi cette pièce-là. Et d'ailleurs, des fois, il y a des gens qui viennent me voir à la fin, qui me disent « Pardon de vous déranger, excusez-moi, vous savez, on voulait vous dire, on a vécu ça aussi. » Donc, on se rencontre, et moi, ce que je fais souvent, enfin pas souvent, à chaque fois, c'est que je demande toujours le prénom de leur enfant. Parce que des fois, tu t'aperçois que les gens, ils t'énoncent le prénom de leur enfant, et en fait, tu comprends qu'ils n'ont pas dit le prénom de leur enfant qui est parti, depuis 5, 10 ou 15 ans, en fait. Parce que personne ne leur a jamais demandé. Ouais. Parce que ce qu'il faut bien prendre conscience, et c'est là où les gens doivent aider ceux qui ont traversé ça, c'est qu'il y a un silence assourdissant. Quand tu perds ton enfant, personne ne peut t'en parler. C'est trop dur pour les gens. Quand ils voudraient t'en parler, ou ils pourraient t'en parler, toi, tu n'as peut-être pas envie qu'ils t'en parlent, parce que tu es dans autre chose, donc les gens ils disent « Attends, je ne vais pas lui en parler là, parce que je vois qu'il est en train de penser. » Bon, donc tu as ça. Et puis toi, des fois, tu aimerais en parler, mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi à partir du moment où il n'y a pas forcément de souvenirs communs? Oui, je vois ce que tu veux dire. Quand on parle de gens qui ont disparu, tu peux dire, tu te souviens, quand ce voyage qu'on a fait incroyable, ou ce dîner, ou ces fêtes, c'était génial. Bon, mais là, en fait, Roman, il n'a pas quitté sa couveuse pendant 13 jours. Il y a très peu de gens qui l'ont vu. Nos filles, nos parents, mes beaux-parents, nos sœurs. Donc les gens vont dire quoi? Ah, tu te souviens que quand on était dans la couveuse à l'hôpital? Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc tu ne peux pas, finalement... alors tu peux dire, tiens, ça va mieux. Mais les gens, ils te demandent si ça va mieux au bout de quelques semaines. 10 ans, 5 ans plus tard, ils ne vont pas dire ça va mieux. Et en fait, la pièce... Et moi, je n'ai jamais fait la pièce pour faire vivre son esprit, ou c'est pas ma démarche.
Mais en fait, la pièce, elle s'est située à un endroit. Si je dis à mes filles, ah bah demain, je vais jouer, tiens, la semaine prochaine, je vais jouer à Clermont-Ferrand, elles savent ce que je vais jouer. Il n'y a pas besoin de dire, c'est l'histoire de Romane. Elles savent. Mes filles, elles ont eu pendant longtemps l'affiche du spectacle dans leur chambre. Tu vois, donc c'est un truc très, très, très intégré. Mais c'est vrai que moi, mon conseil, en tout cas, c'est de dire, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a vécu ça, eh ben, voilà, de temps en temps, il faut en parler, peut-être alors célébrer, ça peut être un petit texto le jour d'un anniversaire, ça peut être des choses simples. Parce que les parents, eux, en fait, ils n'oublient jamais. Bien les sûr. parents, ils n'oublient jamais. Jusque dans notre tombe, on emmènera avec nous cette histoire et sa mémoire, d'une certaine manière. Donc, après, chacun, par rapport à la mort, par rapport à sa religion, par rapport à ses croyances, agit comme il le souhaite. Mais je pense que des fois, effectivement, ce silence-là, il est dur. Il est dur pour les gens, mais ça se comprend. Ça se comprend. Tu es paralysé, en fait. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je comprends totalement quand tu dis il n'y a pas eu de souvenirs fabriqués, du moins pas les souvenirs classiques, et que du coup, c'est compliqué de rebondir là-dessus. Et je comprends aussi on a peur que si on te pose la question, en fait, à un moment où tu étais dans ta liste de courses de Noël, on soit là à plomber l'ambiance alors qu'à ce moment-là, tu n'y pensais pas. Et oui, j'imagine que le fait que les gens ne sachent pas comment discuter avec toi de ça peut aussi nourrir en fait, chez toi une forme de solitude, en fait, de devoir à chaque fois prendre les devants pour dire, bah là, tu sais, de silence, j'y pense, en tout cas. Ouais. Tu vois, de silence. Et moi, c'est vrai que la pièce, elle m'a donné cette espèce comme un brise-glace. J'ai avancé tout droit, sans me poser de questions. Et j'ai tiré le fil, tu vois. Donc, c'est ça en tout cas, qui à mes yeux est important, c'est d'avoir aussi posé dans la société, à mon niveau. Certains vont écrire des livres. Encore une fois, chacun va trouver tu vois, chaussure à son pied ou le bon média pour l'interpréter. Moi, ça a été celui-là. Et ça m'a sauvé en même temps, en fait, de rencontrer ces gens, de parler devant des groupes de parole, dans des associations de parents endeuillés, dans des groupes d'infirmières qui, un jour ou l'autre, seront aussi sages-femmes, dans des écoles de sages-femmes, qui un jour aussi vont rencontrer des parents. Ça, j'ai fait beaucoup d'interventions, où je viens juste avec mon témoignage. Puis des fois, le témoignage des papas est plus rare aussi que celui des mamans. Tout à fait. Bon, pour un père, c'est très difficile. Pour les grands-parents, c'est difficile. Parce que nos parents, ils nous ont vus souffrir, totalement impuissants. Donc, en fait, dans une famille, ça c'est à cascade. Il y a vraiment une explosion, quoi. Tu as cette impuissance pour les grands-parents. Tu as la douleur de ton enfant. Tu sais tu as cette peur-là pour tes propres enfants. Donc, ils ressentent ce que tu traverses et auraient voulu que tu ne le traverses jamais. Et donc, ça descend les étages, quoi. Ouais, c'est un impact pour tout le monde, quoi. Ça, c'est sûr. Bah, en tout cas, merci Gaël. Je te remercie d'être venu nous en parler. Je rappelle que ton spectacle, donc Tu seras un homme papa, est au théâtre le 17 et le 18 octobre à Paris, théâtre de la Concorde. C'est ça. Et merci beaucoup, parce que vraiment, le sujet nous a beaucoup touchés dans l'équipe et la captation était géniale. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, à l'issue de ces 2 représentations, on aura un bord de scène avec pas mal de personnalités avec qui on va parler justement sur cette thématique-là. Des gens à la fois des hôpitaux, une journaliste qui a passé 1 an à l'hôpital Necker dans un service de néonatologie, qui a fait un bouquin qui s'appelle Premier cri, Clémentine Golzdal, qui est vraiment un très très bon livre, qui donne bien la vision de ce que vivent les parents et de la place de ce bébé aussi dans notre société. Bah, merci beaucoup Gaël. Merci.